lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission préférée, la tribune de l'actualité plus. Nous sommes lundi 21 août 2017. Un seul invité ici, dans ce studio et sur ce plateau. C'est bien Mohamed Touré. Il est le secrétaire général du PDG RDA. Avec lui, il sera question de l'évolution de l'actualité sociopolitique dans notre pays, notamment la crise intervenue au niveau de la CENI, le fonctionnement actuel de l'opposition, mais également de la mouvance, les préparatifs des élections locales. Au niveau de son parti, la récurrence des accidents de la circulation, l'éducation, les vindictes populaires et également la cherté de la vie. Monsieur Touré, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour et je vous remercie de me recevoir à nouveau. C'est un devoir également de notre part. Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Aboubacar Condé, bonjour à tous. Bouterabi Keita, bonjour. Bonjour Aboubacar Condé, bonjour à notre invité. La mise en onde est assurée par Yamoussa Silla, Kande Omar Kamara. La réalisation côté Tative est assurée par Alassane Diallo et toute son équipe, composée ce matin de Moroum Kamara, Kadiatou Touré et Sekou Touré. Ici, micro-présentation Aboubacar Condé. Comme indiqué, nous allons commencer d'abord par la CENI. L'institution vient de traverser une crise. C'est vrai, le dénouement est trouvé puisqu'un nouveau président a été officiellement installé en la personne de Maître Salifou Kébé. De loin, M. Touré, comment vous avez observé cette crise qui a frappé la CENI? Nous l'avons observé avec beaucoup de peine. Parce qu'il faut reconnaître que depuis l'inception de la Troisième République, si on peut l'appeler ainsi, en tout cas depuis les élections présidentielles de 2010, l'État guinéen, qui est en reconstitution, traverse des crises récurrentes. Dans une institution ou dans l'autre, dans un segment de l'État ou dans l'autre. Et particulièrement, il y a une crise de confiance extrêmement récurrente, et je dirais grave, qu'il y a entre les populations en général et l'État. Ceci est dû, à notre sens, au fait que on sépare la superstructure, c'est-à-dire ce qu'on appelle les institutions généralement républicaines, etc. La classe dirigeante. Bon, je dis la superstructure en tout cas, on la sépare des populations, du peuple. Alors que, en tout cas, c'est la vision du PDG, le pouvoir et tous les pouvoirs sont des attributs directs du peuple. Et nous pensons, et nous savons, puisque cela a été déjà le fait en Guinée, que le peuple, par une volonté politique exprimée nette et par une organisation rationnelle, peut, parce qu'elle doit, assurer, si vous voulez, le pouvoir, l'assumer entièrement et dans toutes ses variantes. Oui, mais ça se fait à travers ses mandats.
c'est ce que vous dites. Mais- On parle de mandat. Oui, on sait un peu comment les choses se passent. Alors, On comment- sait un comment peu. elles se passent? C'est-à-dire que la réalité, c'est que les mandats dont vous parlez, c'est qui? Il y a des C'est les députés, différents élus. Les députés. Le président de la le République, président comme de il la a dit, les République. députés. Oui, le président de la République doit être, dans une certaine mesure, contrôlé Pouvoir doit lui-même arrêter le pouvoir. par les différentes institutions dont nous parlons. Ouais. Mais la réalité du pays, c'est quoi? C'est que, de toutes les façons, la Constitution elle-même donne des pouvoirs tellement extensifs au président que le pouvoir est hyper présidentiel en Guinée. Alors, ce qui fait que les institutions dont vous parlez, ou les institutions dont on parle, Puisque c'est de l'Assemblée- la CENI, on parle de la CENI. l'Assemblée mise à part, on parle de la CENI. Tout à fait. C'est des institutions qui sont généralement, dont la composante est essentiellement contrôlée, même si elle n'est pas désignée, mais elle est contrôlée Par par l'exécutif. l'exécutif, par le président Lui-même. de la République. Alors, quand il y a cette réalité de fait, il est évident que le contrôle du pouvoir se fait plus difficilement. Il est évident que la suspicion et le manque de confiance des acteurs politiques en général, mais plus particulièrement des populations, se fait plus criard, et cela fait que les crises se font à répétition. Dans le cas spécifique de la CENI, il y a eu une crise. Et la crise était par rapport à un homme Bakary Fofana. qui était, n'est-ce pas, le président de cette institution. Le problème que nous avons, c'est qu'aujourd'hui, cette crise a été, si vous voulez, estompée quelque peu parce que notre président a été désigné. Mais fondamentalement, au sein de l'institution, je ne pense pas que les causes qui ont créé Le la débat. première crise soient Résolu. éliminés. Donc, ce qui fait que, dans quelque temps, que Dieu nous garde, mais les mêmes causes créant les mêmes effets, celui qui vient d'être désigné peut aussi être l'objet de la même situation, oui. contestation et exactement la même crise sera refaite. Donc, il va falloir, sincèrement, se mettre encore sur une table et redessiner systématiquement comment est-ce que nous voyons et comment est-ce que... Parce que c'est des institutions tellement importantes, qui contrôlent des aspects de la vie de notre société, qui contrôlent des aspects de la vie de notre nation, qui sont fondamentaux à son équilibre. Donc, je crois que beaucoup plus d'efforts doivent être fournis de la part de nous tous, de la part de tous les acteurs politiques, de la part de tous les acteurs de la société civile, de la part des populations qui doivent être... l'administration, certainement, l'exécutif, certainement, mais des populations qui doivent être largement consultées pour, n'est-ce pas, aboutir à quelque chose de beaucoup plus stable. C'est important. Pour avoir des institutions beaucoup plus stables, vous avez parlé tout à l'heure de la reconstitution de l'État qui est en cours. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne trouve pas que cela soit normal lorsqu'on est dans une dynamique de reconstitution, qu'il y ait des failles, qu'il y ait des problèmes, mais tout cela concourant bien sûr à aller vers une institution réelle de l'État. Aujourd'hui, le problème, il est plus ressenti au niveau de la CENI. Sinon, il y a d'autres institutions. Il y a l'Assemblée nationale, il y a la haute autorité de la communication, il y a la haute cour la cour, je vais dire la cour constitutionnelle. Ouais, mais il faut dire l'autre aussi, oui, la haute cour de justice qui n'est pas encore installée. Pourquoi? Non, celles qui sont installées, les institutions qui sont installées pour l'instant, on relève plus de crises à la CENI que dans les autres. Est-ce que parce que cette institution a-t-elle une faiblesse par rapport aux autres, ou c'est parce que tout simplement les hommes qui meublent cette institution qui aujourd'hui ne requièrent la confiance de personne? Je vous ai dit, c'est-à-dire que la CENI est sensible.
La CENI est l'institution la plus sensible parce qu'elle est exposée directement à une réalité, celle du vote, qui détermine les pouvoirs. Et conséquemment, elle est sujette à beaucoup plus d'attention et de tension. C'est peut-être pour ça qu'il y a une différence. Sans quoi la Cour constitutionnelle dont vous parlez a fait une longue période de crise, identique d'ailleurs, puisqu'elle était liée. La HAC également a fait une longue période de crise. Et toutes ces crises-là se ressemblent quelque part parce que c'est toujours la vindicte contre un individu qui est le président de l'institution. Donc, il y a quelque part quelque chose dans la constitution de ces institutions qui est à revoir fondamentalement. Je ne sais pas comment on va le revoir, mais je pense que nous devons nous asseoir, et c'est ce que j'ai dit, mettre encore le papier sur la table et ensemble participer à redrafter un peu ce que nous avons. Il n'est pas évident que ce qui est fait dans un pays quelconque soit bon pour le cas guinéen. Il faut que les Guinéens apprennent à prendre l'initiative, à regarder leurs problèmes propres à eux. Parce que s'il y a des identités entre les structures de gouvernance ou les modes de gouvernance d'un pays à un autre, il y a aussi des spécificités et des différences par rapport à la structure de la société et par rapport à l'histoire même des pays. Alors, mais quand on refuse de prendre en compte ces réalités réelles de notre nation pour calquer nécessairement ce qui se passe à l'extérieur, il est évident que cela crée des incompatibilités et des problèmes. Ceci dit, on a parlé de reconstitution de l'État. C'est vrai que, oui, c'est moi qui l'ai dit. C'est vrai que l'État guinéen était arrivé à un point où, franchement, il était déliquescent, complètement décadent. C'était devenu un narco-État, c'est-à-dire rien du tout. Un déboîtement libéralisme exagéré. Le problème, c'est qu'il faut effectivement reconstituer cet État-là. Et il y a deux grandes tendances. Il y a celle qui veut que cet État, en étant reconstitué, soit pris en compte par une élite qui croit tout savoir et qui décide et qui organise les structures de l'État à son niveau parce qu'elle sait au nom des populations. Prise en otage alors. Y compris, mais bien sûr, un État pris en otage. Et cet État, et l'État guinéen est exactement ça. Il est pris en otage. Il est pris en otage par une classe politique donnée. Il est pris en otage par cette classe politique qui est née de la bureaucratie qui est indispensable au fonctionnement, ça c'est sûr. Mais quand elle devient maîtresse pratiquement du jeu, à la place des populations elles-mêmes, et qu'on refuse à ces populations l'expression la plus simple, le cas le plus manifeste, c'est le dernier changement qu'il y a eu au niveau de l'Assemblée dont vous parlez. Le dernier accord. Le dernier accord qu'il y a eu et qui est encore en train de créer toutes sortes de problèmes parce que jusqu'à présent, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Mais ils sont d'accord sur une chose par ailleurs. Une chose est parfaitement d'accord, c'est-à-dire les signataires de l'accord. Oui. Au niveau de l'Assemblée. Les deux forces politiques qui se disent majeures en Guinée. Et qui ne sont en termes de représentativité. Représentativité, oui, mais c'est une représentativité négative par rapport à la nation guinéenne. Et relative. J'ai dit négative. Ah bon? Oui. C'est beaucoup plus. Pardon? C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus? Oui. Elle est négative. Dans le qualificatif, je veux dire. Non, pas du tout. Allez-y. Elle est négative parce que quand, d'un côté, on sait que c'est une composante ethnique de la population qui occupe, et que de l'autre côté, c'est une autre composante ethnique de la population, c'est ça la réalité. On décrit que la réalité, c'est les faits. Et nous estimons que cela est une réalité négative, est une vérité
si vous voulez, et que ces composantes sont peut-être du point de vue de l'effectif des membres de ces différents groupes ethniques majoritaires, enfin, en tout cas les plus nombreux. Mais est-ce que cela justifierait que l'État guinéen soit pris en otage par eux et qu'ils concoctent des accords qui éliminent systématiquement le droit du citoyen à se représenter, à se présenter. Mais c'est aussi le jeu démocratique. C'est aussi le jeu démocratique. C'est aussi un caractère de la majorité, un caractère de la démocratie. C'est la majorité quand même. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que c'est une majorité négative. C'est bien dit. Parce que oui. Si je suis moi, Koniagui, ou que je sois Bassari, Loma, ou que je sois, je sais pas, moi, une quelconque minorité. Ça veut dire que je n'aurai jamais les droits et les pleins droits d'avoir tous les attributs du pouvoir en Guinée. C'est négatif par rapport à la nation. Et la nation prévaut sur tous ces groupes-là. C'est ça la réalité. Et c'est ça la position du PDG. Ça a toujours été la position du PDG, qui est d'ailleurs fièrement le parti qui a créé la nation guinéenne. Et qui, sur les bases de quelle création jusqu'à présent cette nation tient, malgré les assauts répétés de personnes justement qui nous divisent sur des bases ethniques et régionales. Alors, en attendant que Bountoura me pose la question sur la Haute Cour de justice, aujourd'hui, quand on parle de la CENI, il y a deux tendances qui se dégagent. Il faut aller vers une CENI technique où il faut carrément mettre une administration électorale en place, où il faut remettre la question au ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Aujourd'hui, au PDG, quelle tendance vous attire le mieux? Franchement, aucune de ces tendances nous attire le mieux. Alors la vôtre? Avant qu'on ait éclairci une question fondamentale, il faut qu'il y ait plus de décence dans la gestion de notre État. Vous allez nous dire, CENI technique. CENI technique, c'est quoi? Tous les techniciens qui seront dans la CENI, vous croyez qu'ils n'ont pas de tendance politique? Ouais. Chaque homme, et c'est un droit même naturel pour un homme d'avoir sa position politique. Mais est-ce que ces gens ont la capacité, est-ce que l'État a la capacité de donner à ces personnes la force du dédoublement personnel qui fasse que, oui, ils aient leur tendance politique intime, mais qu'au-delà de ça, ils se mettent à une position qui dépasse le parti politique, les attitudes partisanes, pour, n'est-ce pas, se mettre résolument à la disposition de l'État. C'est la question fondamentale qui doit être résolue. Cela ne peut pas être résolu quand on sait aujourd'hui que, de toutes les façons, si vous ne criez pas un certain son de cloche, vous êtes oublié. Non, carrément. Yeah. Carrément. Alors, donc, il y a du tintamarre. Ce qui fait que, de toutes les façons, même la fonction politique est dégradée. Parce que ceux qui font le tintamarre, mais vous voyez quel tintamarre nous avons? Il y a du bruit, mais dans le vide. Ah bon? Mais bien sûr. Écoutez un peu ce qui se passe. Les débats politiques. Où nous sommes? À quel niveau nous sommes? C'est même déplorable. Oui, mais concrètement aujourd'hui, pour quel organe électoral, quel type d'organe vous voulez aujourd'hui, vous, du PDG-RDA? Je veux que le débat se poursuive. J'ai dit que nous devons mettre le papier à nouveau sur la table et que tout le monde participe à redessiner pour que de cette participation collective, sorte quelque chose de plus stable. C'est ce que j'ai dit, et je le répète. Donc, dire que j'ai une solution ou que le PDG a une solution magique, non. Mais je dis aussi
qu'il faut faire en sorte que la gestion de l'État soit rendue plus équitable, et équitable par ceux qui détiennent la plus grande part du pouvoir. Allez-y. Oui, M. Touré, vous venez de dire que la haute cour n'est pas mise en place. À votre avis, la haute cour de justice n'est pas mise en place. À votre avis, cela est dû à quoi? Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a qui ont peur d'être jugés. Qui? Vous? Moi, pourquoi? Alors, Je dis. alors qui exactement? Qui met les institutions en place? C'est moi. Bon, vous avez dit tout à l'heure que chacun doit jouer son rôle. Donc, si quelqu'un ne joue pas son rôle, c'est moi. Moi, je ne fais que dénoncer, je joue mon rôle, juste. Alors, est-ce que si aujourd'hui cette haute cour de justice est mise en place parce que vous avez soulevé qu'il y en a qui ne veulent pas être jugés, enfin, vous pensez que... Je me dis, non, il faut bien qu'il y ait une raison. C'est une raison que vous avancez, même si ce n'est pas la raison. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que la haute cour de justice mise en place peut-elle avoir cette force de jouer pleinement la mission qui est la sienne? Quand on sait quand même qu'il y a la Cour des comptes qui est là, on parle de détournement ça et là, mais nulle part on ne voit la Cour des comptes qui se bouge pour engager des audits pour savoir. Est-ce que vous pensez que la haute Cour de justice mise en place pourra objectivement jouer sa mission? De toutes les façons, le problème ne se pose pas de ce point de vue. Il est évident que si l'institution est en place, même si elle ne joue pas pleinement, puisque vous dites pleinement sa mission, elle jouera sa mission jusqu'à un certain niveau en tout cas. Un. Deuxièmement, nous sommes en train de réviser la Constitution. Aujourd'hui, le code électoral vient d'être révisé. Je l'ai dit à d'autres niveaux. Nous assistons aujourd'hui au déroulé d'un coup d'État constitutionnel. Ah bon? Ça se voit. Ça se dessine. C'est là, on le voit, on l'assiste. Ou on le dénonce comme nous le faisons, ou alors on s'assoit et on ne dit rien et on le laisse se dérouler. En réalité, c'est ça qui se déroule. Maintenant. Orchestré par qui? Mais orchestré par qui? Par le pouvoir. Et le pouvoir, j'entends là par le pouvoir, mais la majorité présidentielle, ceux qui, en tout cas, en sont les plus en vue, les plus forts, et l'opposition. Puisque l'accord dont vous parlez là, il vient des deux. Et l'opposition aussi, ceux qui sont les plus en vue. On dit le RPG Arc-en-Ciel et l'UFDG. Donc vous m'aidez à... Non, je ne vous aide pas. Vous m'aidez à préciser. Non, vous m'aidez à préciser. Vous êtes d'accord avec cette précision? Mais absolument. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc, c'est ça, c'est un peu ça la réalité que nous vivons. Il faut le dire. Quand donc cela se passe, on transgresse, on transforme la Constitution. De notre côté, une institution qui est par la Constitution recommandée n'arrive pas à sortir. Nous sommes aujourd'hui à combien d'années dans le deuxième mandat présidentiel? Cette institution reste souffrante jusqu'à présent. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, puisque vous en avez parlé d'ailleurs, qu'on est en train de jouer sur la Constitution, de modifier progressivement la Constitution, est-ce que vous voyez là venir des modifications majeures, notamment toucher par exemple à la limitation du mandat du président de la République? Je vous ai parlé du coup d'État constitutionnel en déroulé. Donc c'est étape par étape. La première étape est franchie. Est-ce que cela va se faire jusqu'au bout, ou est-ce que cela va être limité comme c'est le cas aujourd'hui au Mali? En tout cas, nous, on se lève déjà et on informe le peuple de Guinée pour leur dire, faites attention, on est en train de vous utiliser, puisque vous parliez tout de suite de mandant. Mandaté par etc. D'accord, mais dans ces conditions, vous êtes mandaté par rapport à un cadre qui est précis, qui est fixe.
C'est le cadre de la République, c'est le cadre de la Constitution qui donne la République. Si en 2010, après les élections présidentielles, comme nous l'avions recommandé, qu'on fasse appel au peuple de Guinée, la constitution que nous avons n'est pas une constitution liée ou faite pour la République, la Troisième République. Elle a été faite pour la transition. Oui. Pour gérer la transition. Elle a été faite par un groupe de personnes qui ont été cooptées et à partir de Ouagadougou, on a dit, bon, voilà un peu comment on va s'arranger pour sortir de la Constitution. Déjà, même les accords de Ouagadougou n'ont pas été respectés. Ouais. Ils n'ont jamais été respectés dans toutes leurs composantes. Ils ont été modifiés, de consensus à consensus, parce qu'il fallait contenter tout le monde à l'époque. C'est normal, c'était la transition. Mais c'est cette constitution de la transition qu'on a adaptée allègrement, sans problème. Et on est parti avec tout le monde, à l'exception de quelques-uns. Le PDG était ces quelques-uns. Parmi ces quelques-uns qui ont dit il faut qu'il y ait une nouvelle constitution. Et il faut que cette constitution soit votée par référendum. Ce n'est pas que le vote référendaire soit le seul mode d'adoption d'une constitution. Non, mais le mode référendaire a ceci que les autres n'ont pas. Le caractère le plus officiel. Le caractère participatif. Exactement. Ouais. Le fait que la constitution qui cadre, moi, mes droits et mes devoirs en tant que citoyen, je la connais. Ouais. Puisque je la lis, on me l'explique dans les langues vernaculaires que je comprends, ou dans la langue que je comprends. Et après, en toute connaissance de cause, j'opte ou je n'opte pas pour elle. Ça, c'est une différence majeure. Nous avons proposé ça. On a dit non. On était pressés. Il fallait avoir un président, il fallait, etc. On a sauté toutes les étapes. Au lieu de commencer par les élections locales auxquelles aujourd'hui on se bute, on est parti directement aux élections présidentielles. Alors qu'il fallait faire les locales, les législatives, puis les présidentielles. Vous croyez qu'on aurait été dans la succession des crises qu'on a aujourd'hui? La crise électorale. Le processus là aurait déjà constitué la constitution de l'État. Comme aujourd'hui nous sommes en train d'essayer de le faire, mais à partir d'en haut. Mais il faut quand même qu'on ait un minimum de respect pour notre peuple. Sauf que parler de la réforme constitutionnelle aux yeux de plusieurs acteurs politiques, c'est donner une possibilité à Alpha Condé d'aller au-delà du deuxième mandat. Non. Parce que c'est le point aussi qui fait le plus de débat ou qui semble être plus malheureusement, important. Parce qu'on est accroché. C'est ce qui est arrivé encore en 2010. Ouais. Parce que tout le monde voulait être président de la République. Ouais. C'est-à-dire on dirait que le calcul de tout le monde, alors, chacun pensait qu'il pouvait l'être. Alors aujourd'hui, bien sûr, aujourd'hui vous allez demander à tous ces acteurs politiques, ils vous diront que demain, ils seront le président de la République de Guinée. Y compris vous. Moi, je parle au nom du PDG. Le Parti démocratique de Guinée est un parti politique et comme tout parti politique, nous sommes à la conquête du pouvoir. Après l'avoir perdu. Non, oui, nous l'avons perdu. Ce que nous avons acquis par les urnes, c'est les armes qui nous ont enlevés. Donc nous voulons encore récupérer ça par les urnes. Est-ce que vous comprenez? Le combat est certes ardu, mais... Non, le combat, il est toujours ardu. Et c'est normal que le combat soit ardu. C'est normal. Mais de toutes les façons, ce que je veux dire, c'est qu'au PDG, dans les faits, parce que quand même, nous avons gouverné le pays de 58, même avant 58, parce qu'après la loi cadre, avant même le gouvernement de la loi cadre des fers, le PDG était au pouvoir. De ce moment, et c'est ce qui a fait que d'ailleurs le référendum a été voté de façon négative par le peuple de Guinée en majorité. Et donc, depuis ça, nous avons eu le pouvoir, nous avons exercé le pouvoir. Mais la réalité, c'est que le PDG a toujours exercé le pouvoir du peuple, par le peuple. Nous avons toujours mis des institutions, des structures qui ont permis l'expression totale et intégrale du citoyen guinéen. D'accord.
Oui. Oui, M. Touré, vous dites que c'est le PDG RDA qui a créé l'État guinéen, mais juste après la mort de feu Sékou Touré, il y a eu divorce entre le peuple et le PDG. Est-ce une ingratitude ou une volonté pour un renouveau? Divorce entre le peuple et le PDG? Je ne pense pas. Alors, qu'est-ce que vous croyez? Ce qui est sûr, c'est que le président Ahmed Sékou Touré, que vous avez cité tantôt, Amine, paix à son âme, ça vous fait rire? Non, oui, mais parce que il l'a dit. Il dit la révolution, parce que évidemment, nous avions un langage qui était propre à nous, qu'on l'interprète comme on veut, mais c'est ça la réalité, et ce langage épousait la réalité guinéenne. La révolution va toujours avec son contraire, la contre-révolution. Le peuple de Guinée a soutenu son régime. C'est par fourberie qu'en 1984, des éléments cachés de cette réaction ont pris le dessus et ont fait un coup d'État. Je vous ai dit tout à l'heure, ce que nous avons pris par les urnes, on nous l'a arraché par les armes. C'est ça la réalité. Alors quand on dit que le peuple aussi de Guinée... au malentendu. Quel malentendu? Entre les éléments ça a été, oui, parce que vous savez... C'est ce que vous appelez les contre-révolutionnaires. Non, vous savez, quand on va en guerre, vous êtes les médias. Vous connaissez très bien le rôle des médias. Parce que vous véhiculez l'information. Alors quand on donne des informations fausses, évidemment, pour justifier un fait, on a dit beaucoup de choses qui étaient fausses. Au départ, ils ont dit, c'est la famille. Mais la famille, dans le sens le plus restrictif du terme. C'est-à-dire Touré, etc., etc. C'est ainsi que nous, on a été mis en prison. Moi, j'ai fait 4 ans de prison, simplement parce que j'étais le fils, parce que je n'étais lié à aucune gestion. Enfin, en tout cas, à ce niveau de gestion. Non. Ma mère, qui était la première dame et qui était l'épouse du président de la République, a fait 4 ans de prison. C'est parce que il fallait trouver la bête expiatoire. C'était la famille au départ. Et après, ça a évolué. Quand on a voulu casser l'édifice ou l'édification que le PDG avait faite de la nation guinéenne, on a accusé une ethnie. C'est-à-dire de la famille, on est sorti, on a fait l'ethnie. Et c'est ainsi que, après le coup d'État raté de Diarra Traoré, qui était pourtant en connivence avec tous les autres putschistes, ils ont transformé la chose pour en faire une question d'ethnie. Et ainsi de suite. C'est du faux. Alors quand on prend ces informations-là, évidemment, quand les États-Unis ont voulu attaquer l'Irak, ils ont vu des armes de destruction massive. Oui, ça n'a jamais été découvert. Ça n'a jamais été prouvé. Alors, pendant plus de 30 ans quand même, le divorce dont elle parlait tout à l'heure, c'est vrai, il y a eu une sorte de manipulation famille, ethnie, mais vous avez encore de la peine à vous imposer sur l'échiquier politique, malgré les messages que vous passez, malgré le rappel de l'histoire que vous faites, vous avez encore de la peine à vous imposer, à vous faire une bonne place sur le paysage politique. Est-ce que concrètement, ce divorce, certes, elle a été une manipulation a été à la base, mais est-ce que de l'autre côté aussi, le PDG n'était pas aussi assis sur du sable mouvant? Non, pas du tout. Le PDG n'était pas assis sur du sable mouvant. Si le PDG était assis sur le sable mouvant, moi, je ne serais pas là aujourd'hui en tant que secrétaire général du PDG. Avec tout ce qu'il y a eu comme opposition, la violence avec laquelle le PDG a été combattu et est combattu jusqu'à présent. Le PDG n'est pas assis sur du sable mouvant. Le PDG est une réalité qui est partagée dans le cœur de la majorité des Guinéens. Il est évident que puisque le PDG a perdu le pouvoir, et puisque le PDG l'a perdu dans des conditions particulières, il y a eu cette modification. N'oubliez pas que quand le PDG a perdu le pouvoir de l'armée, ou en tout cas
l'armée, c'est trop dire, en tout cas d'une frange de l'armée qui a pris, qui a confisqué le pouvoir du peuple guinéen. Mais nous avons fait 10 années de transition pour déconstruire tout ce qu'il y avait de fondamental que le PDG avait construit. Et c'est après les 10 années qu'on a commencé à parler d'un nouveau mode de gouvernance démocratique. 10 années. Et personne n'en a parlé. C'était normal. Et pendant ces 10 années, n'oubliez pas que l'État guinéen, à l'époque, où ceux qui gouvernaient le pays étaient aidés par des coopérants qui venaient de partout. Et vous le savez, je n'ai pas besoin de le citer. Donc, il y a eu un travail méthodique. Alors qu'on dise aujourd'hui que le PDG n'a pas... sous-représenté. N'arrive pas... Alors c'est normal. Regardez ce que nous avons subi là récemment, depuis 2010. Pourtant, nous sommes de la mouvance. Bien que nous ne soyons pas d'une mouvance béni oui. Comme nous sommes, nous, d'une mouvance critique. Et nous avons les raisons d'être de la mouvance. Parce que la mouvance a été, à un moment donné, en tout cas, l'expression majoritaire du peuple de Guinée. Parce que la mouvance, comme nous la connaissons, est remplie de cadres, de militants du PDG. Même si ils ne s'affirment pas aujourd'hui pour des raisons ou d'autres, mais la réalité, c'est que ils sont là. On ne peut pas renoncer à cette Mesdames et messieurs, l'invité ce matin ici, dans ce studio et sur ce plateau, c'est bien Mohamed Touré. Il est le secrétaire général du PDG RDA. Avec lui, on est en train de parler de l'évolution de la situation sociopolitique du pays. On va changer de sujet. Oui, M. Touré, intéressons-nous à présent sur le fonctionnement des factions politiques. Quel regard portez-vous aujourd'hui sur l'opposition guinéenne? L'opposition guinéenne, je ne sais pas. Vous savez, je n'aime pas porter des jugements de valeur. Je constate simplement et je décris ce que je vois. Ce que je vois, c'est qu'on est dans un système où plus ou moins tout le monde se contente de la position dans laquelle il se trouve, et parce qu'il y a des avantages liés. Et plus les avantages sont intéressants par rapport à cette situation, plus on se contente de cette situation. On crée des agitations simplement pour justement assurer ces avantages ou pour assurer un positionnement au sein du système. L'égoïsme de l'avantage. Je ne sais pas comment vous vous appelez. Vous qualifiez comme vous voulez. Je décris une situation. Je dis donc qu'il y a une situation de fait, c'est que nous sommes dans un système de gouvernance. Et ce système de gouvernance scié à certains acteurs politiques. Et aujourd'hui, de l'opposition aussi? Oui, pourquoi? Parce que, attention, il y a, et nous l'avons décrit tantôt, il y a aujourd'hui une tendance à bipolariser la vie politique, même si on ne le dit pas clairement. Ce que d'autres trouvent intéressant, ce que le PDG aurait trouvé intéressant si cela n'était pas le reflet d'ethnie et de région. D'accord. Il n'y a pas de problème. Le moins il y a, parce qu'on ne peut pas avoir autant de tendances politiques que 160 combien de partis politiques. C'est pas possible. Il y en a 2, essentiellement, peut-être un maximum de 3. Mais à partir, au-delà de ça, ça devient vraiment quelque chose qui crée la dislocation de la nation comme on la connaît aujourd'hui. La division du tissu social. Donc, je dis que ces acteurs politiques sont dans ce jeu-là et ils acceptent allègrement ces positionnements en se disant, bon, puisqu'il y a une autre donne qui vient avec la démocratie intégrale comme elle nous a été imposée de l'extérieur, parce qu'en réalité, c'est un diktat. Alors, le système, mais bien sûr, vous le savez mieux que moi, le système dans lequel nous sommes, il n'est pas produit par la Guinée. Il est dicté. Si nous avions, mais il faut que nous puissions
produire un système démocratique, et ce système démocratique ne se fera même pas par rapport aux partis politiques per se, mais, enfin, aux partis politiques eux-mêmes, mais par la représentation directe du citoyen. Il faut que le citoyen soit impliqué dans la vie de sa nation. Il faut que le citoyen soit impliqué dans la vie de son État. Mais il vote. Ouais, vous dites tout à l'heure que... le vote n'est pas le seul attribut de la démocratie. C'est un élément. C'est un élément. Tout Ce à n'est fait. qu'un élément. Oui. Je veux participer plus que voter. Mais là, vous parlez tantôt des acteurs Donc, politiques, oui. que chacun pourrait se contenter de la position qu'il Oui, occupe. parce que ce qui va se passer, c'est que le deuxième attribut donc de cette démocratie-là, c'est l'alternance. Il faut nécessairement qu'il y ait l'alternance, il faut etc., etc. Bon, d'accord. Mais on est en train de créer cette bipolarisation exprès pour que justement l'alternance se fasse entre tel groupe et tel autre groupe, tel groupe et tel autre groupe, alors que tous ces deux obéissent aux mêmes règles du même système. Bon, nous, peut-être à l'avantage du peuple de Guinée, peut-être plus difficilement à percevoir et à accepter, mais de toutes les façons, avec la persévérance et la volonté de continuer à faire comprendre au peuple de Guinée, ils comprendront. Le peuple de Guinée comprendra, comme il l'a toujours fait, que nous avons une attitude qui dit nous sommes anti-système. Ce système-là, nous n'en voulons pas. Nous n'en voulons pas. Nous ne voulons pas être dans l'alternance qui nous assure un positionnement dans le système qui exploite. Même si vous êtes alliés. Bien sûr, j'ai dit que nous sommes des alliés critiques. Et je vous ai dit pourquoi nous sommes Pourquoi des alliés. certainement vous n'êtes pas le bienvenu? Pourquoi n'est pas... Ça fait rien, nous D'accord, sommes les ouais, bienvenus chez ouais, le peuple de Guinée, d'accord, ça nous suffit. Vous parlez tantôt du positionnement. Quand on prend aujourd'hui des acteurs politiques les plus en vue, c'est d'abord celui d'Alain Diallo, chef de file de l'opposition, qui On aujourd'hui... s'attribue des titres, ce n'est pas on se paye 500 millions par justement, mois, etc. Jean Benin est également... C'est ce que je dis. La troisième force politique, c'est bien l'UFR aujourd'hui. Sidia Touré aussi, haut représentant du chef de l'État. Vous pensez à cela, vous faites allusion ou quoi? Je ne sais pas, je ne désigne pas. Je dis qu'il y a un système politique auquel je n'appartiens pas, auquel le PDG n'appartient pas, pour des raisons que j'explique. Le reste, franchement, c'est leur Et ces affaire. raisons s'apparentent à cela? Est-ce que à ces exemples que je viens de donner? Moi, je ne donne pas d'exemple, je ne donne pas de nom. Je dis qu'il y a deux systèmes politiques. Par peur le ou premier, peur de qui? On ne Peur sait de pas. quoi? On ne sait pas. Monsieur Touré, aujourd'hui, vous reconnaissez être allié du parti au pouvoir, mais allié critique. Vous ne cautionnez pas le système actuellement en place. Ce système, il est soutenu et par la mouvance au pouvoir, mais aussi par une partie de l'opposition. Pourquoi ne pas trancher carrément votre positionnement aujourd'hui sur l'échiquier politique? Mais je vous ai dit pourquoi. D'abord, on a fait des accords. Et les accords ont été faits sur des bases données. Je vous ai dit que la majorité des populations guinéennes avaient cette tendance-là, et cette tendance a été épousée par nous. Je vous ai dit par la suite que nous avons une base politique, une base militante qui, qu'elle soit dite ou pas, qu'elle soit exprimée ou pas, est là. Nous n'allons pas nous compromettre cette base. Au nom de quoi? Pourquoi? Et puis, ça sert à quoi? Nous ne rentrons même pas dans la classification que vous dites là. Parce que je vous dis qu'il y a deux systèmes. Alors, j'ai pas besoin de trancher, j'ai pas besoin de ne pas trancher, j'ai besoin de dire ce que je fais, j'ai besoin de dénoncer ce que j'ai à dénoncer, et j'ai besoin d'être en harmonie avec les populations guinéennes. Mais comment vous croire? Comment me croire? Oui. Mais- Quand vous êtes allié, vous critiquez votre allié. Mais et après? Cela ne se fait pas. Nous sommes en démocratie, non? Une démocratie que vous ne cautionnez pas. Une démocratie que je ne cautionne pas. Mais Vous l'avez dit tout à l'heure, que c'est une démocratie qui n'est pas un produit de à laquelle je participe. À laquelle je participe. Et je dis qu'il y a une évolution à faire prendre aux choses. Et je dis, si je ne participais pas, si je n'exprimais pas ce point de vue, auriez-vous compris quelle est ma position?
D'accord. Oui. Bien sûr. Et Ah Monsieur Touré, les discours politiques, comment vous les trouvez ces derniers temps? Ils sont exécrables. C'est-à-dire qu'ils sont de mauvais goût. Ils sont terribles. Ah bon? Mais bien sûr, puisqu'ils créent la division au niveau de la nation. Quelques exemples. Vous avez entendu la deuxième personnalité de l'UFDG qui dit qu'il y a plus de 900 cadres qui ont quitté l'administration, qui ont été renvoyés de l'administration simplement parce qu'ils sont des peuls. Est-ce qu'il y a plus grave qu'une déclaration de ce genre? Non. Vous avez vu la dernière fois aussi le RPG, puisque c'est les deux formations politiques qui créent toutes ces tensions-là, qui reçoivent des gens qui disent qu'eux, ils sont tous pour le Fouta et le Fouta est pour tous. Comment vous comprenez ça? L'union de Fouta. Ça ressemble à quoi? Par rapport à qui? La nation guinéenne est une. Et indivisible. Elle est une, elle est indivisible. Nous sommes d'accord qu'il y ait des composantes et que ces composantes, ces diversités-là soient enrichissantes. Qu'elles s'enrichissent elles-mêmes pour enrichir la nation. On est entièrement d'accord. Le Fouta pour tous, tous pour le Fouta, ça veut dire quoi? C'est un positionnement. Alors que la nation pour tous et tous pour la nation, je répondrai à ça. Oui, Monsieur Touré, qu'est-ce que vous faites alors pour éviter la manipulation à l'excès du peuple sur les discours? Excusez-moi? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour éviter la manipulation à l'excès du peuple sur les discours? Mais je viens vous parler. Je donne le discours du PDG. Je dis quelle est la position du PDG. Je sensibilise. Nous avons une école des cadres du PDG qui reçoit des jeunes pour continuer à sensibiliser les populations. Une école peu connue, mais une école qui fait son travail. Parce que l'école aujourd'hui des partis politiques, ou l'école politique qui est la mieux connue aujourd'hui, c'est l'école de la rue. Les manifestations politiques, les contre-manifestations, telle est telle, on n'est pas telle. C'est l'école qui est aujourd'hui la mieux connue. N'est-ce pas une triste réalité? C'est une réalité triste. C'est la preuve que le système que nous combattons doit vraiment être combattu. Alors, votre école des cadres, elle existe comment? Comment elle fonctionne? Elle fonctionne, elle a un cadre et elle invite les jeunes à venir, à faire des débats, à faire des causeries. Nous avons par exemple tous les vendredis après-midi une causerie que nous organisons sur un thème ou un autre. Nous appelons des spécialistes, qu'ils soient du parti ou pas, d'ailleurs, par rapport à des thèmes, à des thématiques que nous mettons, et nous demandons aux jeunes, de quelque bord qu'ils soient. Parce que nous estimons que quand on apprend, et quand on a une éducation civique, quel que soit le bord politique auquel on appartient, on applique cette éducation civique là où on est. Et ce n'est que la nation guinéenne qui y gagne. Donc voilà un peu comment nous faisons. Nous faisons aussi des séries de formations dans différents domaines. Et cela sur la base, évidemment, de la formation idéologique, parce que, quand même, le PDG est certainement le seul parti guinéen, je ne dis pas africain, mais en tout cas le seul parti guinéen qui ait une doctrine, qui ait une pensée politique. D'accord. Oui, certainement la dernière question. Parlons à présent des élections. Est-ce que le PDG va compétir à ces consultations électorales? Le PDG compétit toujours. Le PDG ne croit pas à la politique de la chaise vide. Le PDG compétit en fonction des moyens qu'il a et au niveau qu'il peut atteindre. Et quels sont les endroits déjà ciblés puisque c'est des élections de proximité? Vous accepterez que du point de vue tactique, nous ne disions pas ça. D'accord. Non, parce que nous avons subi dans le temps des coups en dessous de la ceinture. Parfois même, parfois même par notre allié. Le plus direct, mais bien sûr. À sa tête, Alpha Condé. Bon. Vous aimez dire les noms. J'ai dit à sa tête. Non, le RPG, suffit. Le président de la République de Guinée est le président du RPG. Tout à fait. Bon. L'invité ce matin, mesdames et messieurs, ici dans ce studio, sur ce plateau, Mohamed Touré, il est le secrétaire général du PDG RDA. On va aborder maintenant les aspects sociaux, comme par exemple la
recrudescence des accidents de la circulation. Monsieur Touré, Daouda Mohamed Kamara le disait tantôt. On parlait dans nos précédentes émissions, selon un observateur, en l'espace de 3 mois, on a enregistré plus de 200 morts, tous liés des accidents de la circulation. Qu'est-ce qui pourrait être à la base de cela, selon vous? Une véritable hécatombe. Ah ouais, c'est des trous. De toutes les façons, la base, c'est... Je ne sais pas si M. Daouda a quelque chose à rajouter. Non, allez-y. Non, mais, c'est la vétusté. L'origine de tout ça, c'est la malgouvernance. De façon générale. Purement et simplement. La malgouvernance, à tous les niveaux. Qui se répercute sur les usagers. Sur le comportement de tous les jours. Tous les jours, les gens sont frustrés. On ne sait même pas pourquoi on est frustré, mais tout le monde est frustré. Parce que rien ne va normalement. Et rien ne va normalement parce qu'on triche avec tout. On ment. C'est la réalité. Vous voyez en Guinée des pères de famille grands, soi-disant responsables, qui viennent devant des assemblées et qui mentent de façon flagrante. Ceux qui sont là dans les assemblées sont aussi des pères de famille, des mères de famille, qui écoutent, qui savent que ce qui est dit est faux, mais qui acceptent et qui bougent de la tête. Donc, il y a un dysfonctionnement grave de la société et c'est des manifestations. C'est des manifestations. Vous voyez, les routes sont dégradées. Vous voyez, il y a combien d'années on parle du contrôle technique des véhicules? Plusieurs années. Chaque fois, on fait des publicités à la radio, vous voyez, etc. Technique. Est-ce qu'un seul véhicule en Guinée est contrôlé? Quelle est la nature des véhicules qui sont importés déjà en Guinée? Quel est le niveau de garantie technique et de sécurité que ces véhicules donnent? Ça, c'est un autre problème. Sans compter que quand vous voyez les permis, comment on les distribue, mais les gens, ils prennent les permis sans être spécialement formés et évalués pour ça. C'est une réalité que tout le monde sait. Ce n'est même pas caché. Tout le monde le sait. Et tout le monde l'accepte. Quand je dis que tout le monde ment, voilà la preuve. On se ment à soi-même. Et on veut que les choses marchent. On se plaint. Mais évidemment, quand il y a 200, c'est pire que Ebola. En combien de mois vous dites qu'il y a eu plus de 300 morts? Hein? En 3 morts, il y a eu plus de 200 morts. Alors, comment voulez-vous que si on ne se prend pas au sérieux et qu'on n'assume pas une gouvernance rigoureuse, comment voulez-vous que ça continue? Oui, vous avez parlé de la malgouvernance, certes, mais aussi généralisée, mais au point de frustrer, de créer de la frustration. De créer de la frustration. Est-ce que cela pourrait aussi expliquer, la frustration pourrait aussi expliquer l'incivisme même dans le comportement des Guinéens, aussi bien dans la circulation, dans le business, à tous les niveaux. On se demande, le Guinéen civilisé, il est où aujourd'hui? C'est ça le problème. Il est au PDG? Nous sommes certainement, il est au PDG. Il est certainement au PDG, puisque de toutes les façons, sous la gouvernance du PDG, le Guinéen civilisé dont vous faites allusion, il était là. Vous n'avez qu'à... Vous êtes la presse. Oui. Faites une rétrospective, il y a des documents. Sont pris souvent dans il y a des documents. On parle de manifestations. Vous parlez de manifestations politiques, etc. C'est vrai. À l'époque, c'est vrai que c'était le monopartisme. C'est vrai. Mais regardez un peu la discipline, l'ordre, la beauté de ce qu'il y avait comme manifestation. C'est le même peuple. C'est la gouvernance qui a changé. On était indépendant, on était libre. Les Guinéens étaient libres.
tous les citoyens de Conakry, moi j'ai grandi ici quand j'étais jeune, à 3h, 4h du matin, mais nous on se promenait à pied allègrement dans tous les quartiers de la ville, sans aucun problème. Oui, mais la ville n'était pas aussi peuplée comme maintenant. Parce que c'est la densité de la population qui fait que... Qui entraîne certaines choses. Non, pardon. C'est le manque d'organisation. Oui, c'est le manque de civisme. L'incohérence. Évidemment, c'est la malgouvernance. Ouais, Ce n'est pas le nombre de personnes. Vous parlez de liberté. Le Guinée était libre. Absolument. Aujourd'hui, pour beaucoup aussi, on est libre au point de... Je ne confonds pas liberté à libertinage. Et aujourd'hui, cette liberté s'explique aussi par cette envie de se rendre justice coûte que coûte. Lorsque on est en mal avec quelqu'un, on veut coûte que coûte, ce soit nous qui soyons celui qui dise la justice. D'abord, premièrement, je dis je ne confonds pas liberté et libertinage. Alors aujourd'hui, vous parlez... Deuxièmement, je suis personnellement... Actuellement, je vais vous donner un exemple très concret qui est lié à moi. À Kakoulimaya, Dans Koya, entre, je crois, Tambaya et Togilon, il y a une portion de terre qui appartient à ma famille, à ma belle famille. C'est mon beau-père qui, dans les années 60, a acquis cette terre-là. Cette terre-là, aujourd'hui, nous l'exploitons comme on peut. Avec les riverains qui viennent, qui font ce qu'ils peuvent aussi, parce que nous l'occupons en attendant d'avoir les moyens et de participer à la développer mieux. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens, malgré l'interdit qui est venu du ministère pour dire qu'on ne doit pas faire de lotissement et tout ça, il y a des gens qui viennent avec des bulldozers, qui font des franchissements, qui ouvrent et qui commencent à lotir et qui commencent même à faire de la publicité pour vendre des lopins de terre qui ne leur appartiennent pas. Pourtant, ma famille a jusqu'au titre foncier de cette terre. Nous faisons recours nous allons à la justice, nous allons à la préfecture, nous allons, enfin, etc., des mois et des mois et des mois, et chaque fois, ils viennent, et chaque fois, ils reculent un peu, et après, ils viennent, ils occupent un peu plus. Ils reculent, etc., etc. Alors, je demande la dernière fois, par le préfet, je me dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ce qu'il vous dit. Oui, les autorités vous disent carrément, ministre et tout le monde, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc venez essayer de soudoyer la gendarmerie. C'est vous qui prenez la gendarmerie, qui recrutez la gendarmerie, qui mettez de l'essence dans leurs véhicules, qui assurez leur per diem. Qui assurez leur per diem pour qu'ils aillent déblayer ou faire le travail qu'ils doivent normalement faire. Ouais, parce qu'ils sont payés pour ça, ils sont entretenus pour ça. C'est des services de l'État. Oui, la restauration de l'ordre dans le pays. Alors, que moi je décide excéder, après des années de bagarre, que je décide un jour d'aller et de prendre les choses en main et de faire ce que je dois faire, c'est de ma faute. L'État y a contribué. C'est de ma faute. Après tant d'années de résistance, après tant de requêtes, les cas sont multiples. Donc, vous me dites liberté. D'abord, libertinage, je ne confonds pas les deux. Deuxièmement, quand l'État, quand l'autorité est vidée, automatiquement, elle se remplace par une autre. Il n'y a jamais c'est ce qu'on appelle la justice populaire. Il n'y a jamais de vide. Ouais. Donc, les gens, qu'est-ce que vous voulez? Il faut bien qu'ils se défendent. Il faut bien qu'ils prennent leur défense en main. Ça devient de la jungle. Merci. Et ça, c'est quoi? C'est l'anarchie. Et c'est dû à quoi? Aidez-moi. La gouvernance. La malgouvernance. Ce n'est ni plus ni moins que la malgouvernance. Nous sommes dans un état où les droits des gens ne sont pas reconnus, où on brime ceux qui n'ont pas par rapport à ceux qui ont. Le cas des terres dont je parle là. Moi, j'ai encore la possibilité de venir et de m'exprimer ici. Ouais. Il y en a qui ne peuvent pas et qui ont leurs terres qui ont été expropriées comme ça. Ils n'ont que leurs gros yeux pour pleurer. Et les cas sont multiples. Si les yeux sont même gros. Et les cas sont multiples. Alors, qu'est-ce que vous voulez? La justice ne fonctionne pas. L'État ne fonctionne
pas comme il doit fonctionner. C'est une réalité. Ah bon. La justice, oui, Bountrami, votre Ouais. question. Mais le problème de la justice, tout le monde veut et tout le monde en parle, mais personne ne veut y croire. À qui la faute? C'est-à-dire, je ne comprends pas. Tout le monde, parle. tout le monde Tout le dit monde qu'il parle de faut- justice. Tout le monde dit qu'il faut que justice soit rendue. De Et l'autre personne côté- ne croit à la justice. Ouais, de l'autre côté, À qui la Personne faute? ne croit en quelle justice. La justice La guinéenne. justice guinéenne. C'est-à-dire la justice, l'État, L'appareil la judiciaire. structure, Voilà. l'appareil Oui. judiciaire. Oui, justement. Bon, mais la faute, c'est à l'appareil judiciaire. Lui-même. Mais bien sûr, puisque c'est lui qui crée les conditions pour qu'on n'y croit pas. Ouais. Ah bon? Qui d'autre va créer? Aujourd'hui- S'ils étaient mais équitables, mais aujourd'hui- s'ils étaient équitables, on a connu des périodes ici où les problèmes étaient les mêmes. Hein. Les problèmes ne sont pas différents. Ouais, les sont problèmes, toujours les restés sont les mêmes. Mais la justice était faite de façon équitable, de façon à ce que il n'y avait pas de frustrés, il n'y avait pas de contestation majeure. Quand les contestations étaient là, elles étaient automatiquement gérées parce qu'au niveau même de la base, quand il y avait des juges populaires qui disaient dès le départ, ah voilà la situation, ils connaissent, puisqu'ils sont ils vivent La là-bas. règle de jeu est déjà établie. Ils vivent là-bas. Donc, ils établissent les règles. Quand il y a contestation, à partir de là, on remonte dans l'appareil judiciaire et on va au tribunal de première instance, etc., etc. Et même quand, sous la justice de la Révolution, sous la Première République, quand un dossier était introduit en justice, il était confié à un juge qui en avait la responsabilité. Mais le dossier n'était tranché que par un pool de juges. C'est-à-dire que quand le juge en charge du dossier avait fini de traiter le dossier, il les rentrait dans un pool de juges qui chacun donnait son point de vue par rapport à la question donnée. Et c'est de là que la décision sortait. Est-ce qu'il y a plus démocratique que ça dans la gestion même de la justice? C'est pour ça qu'il y avait très peu de chances qu'on dévie. Et c'est pour ça qu'il y avait qu'il y avait un respect scrupuleux pour les décisions de justice, Mais ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, qui n'est certes... Depuis n'est pas- la réforme, apparemment la grande réforme de la justice qui a été faite Engagée. par, assurée par le ministre Barry, je crois, qui est venu de Côte d'Ivoire ou quelque chose comme ça. Enfin bref, ils ont fait des réformes et des réformes. Je vous ai dit, 10 ans durant, on était là en train de travailler à changer ce qu'il y avait. Mais Pour nous donner ce que nous avons aujourd'hui. Mais est-ce qu'aujourd'hui, C'est parlant justement des vindictes populaires aujourd'hui qui prennent de l'ampleur dans notre pays, pour un rien, tout un quartier peut sortir pour lyncher un citoyen. Parfois, qui peut être au mauvais endroit et au mauvais moment. Il n'est pas forcément... Il y a eu le cas des coupable. jeunes de Sigiri qui sont morts en moto parce qu'on a dit qu'ils avaient volé des motos ou quelque chose comme ça. Ils n'étaient même pas coupables. Il y a des jeunes ici à Conakry, ça s'est passé Lambagne. ici, à Lambagne, ça s'est passé ici. Mais ça se passe partout. Le fait même de sortir et de brûler les gens comme ça, vifs, c'est quelque chose. Mais c'est une manifestation de frustration contenue par les populations qu'ils expriment. Mais est-ce que Quelque part. cela ne risque pas de retourner contre nous-mêmes lorsque nous avons un appareil, nous avons une justice vers laquelle il faut aller lorsque le problème se pose, on n'y va pas, on veut se rendre justice Cela, retourner contre qui? contre le peuple, la population, les citoyens eux-mêmes. Qu'est-ce qui va se retourner contre la population? Ce qui va se retourner, c'est contre ceux qui violent les règles, ceux qui violent Ceux qui sont censés faire le respecter droit et le devoir, et la loi. le droit du peuple. Ceux qui sont censés faire respecter les décideurs, les autrement décideurs, c'est à eux qu'en fin de compte, qui vont payer le prix, le gros tribut. Ce n'est pas le peuple. Le peuple ne paye jamais le tribut. Au contraire. Alors, parlons éducation globale maintenant, la formation, je veux dire, académique aujourd'hui. Et cette année, au niveau du bac, par exemple, le taux de réussite était à 27%. Et pour beaucoup, le système éducatif encore, malgré plusieurs réformes, bat de l'aile. Est-ce que vous êtes de ce point de vue? Ouais, bon, d'abord, premièrement, 27%, c'est peut-être le chiffre le plus proche de la réalité, vu le niveau. Il faut le reconnaître. La première des réformes qui a été imposée au système guinéen, au système du PDG, ça a été la réforme de l'éducation. C'est là où ils sont venus dire que le système Coco Lala, enfin, ils ont décrit ça de façon très péjorative. Bon,
pour dire que cela ne correspondait pas aux nécessités voilà, de l'éducation, etc. Je suis fier de dire que je suis le produit de Coco Lala. Et je mets au défi qui que ce soit qui ne soit pas du système Coco Lala de venir en confrontation avec nous. En termes de nous sommes les produits de Coco Lala. Bon, ceci dit, les réformes de l'éducation ont amené quoi? Ont amené la situation dans laquelle nous sommes. Le niveau complètement dégradé de l'école guinéenne. C'est une réalité. Ce n'est même pas les élèves. Prenez les enseignants. Oui, Daouda le dit. Prenez le niveau des enseignants, vous comprendrez. Donc, les élèves, alors que donc qu'on me dise, c'est tout un système qu'on me dise qu'aujourd'hui, le bac ou les examens, il y a eu 27% d'admis. Bon, je crois que cela se rapproche d'ailleurs beaucoup plus de la réalité. Et il faut justement faire face à cette réalité, aussi pénible qu'elle soit, pour la transformer. Il faut dire ce qui est. Il faut faire une lecture correcte d'une situation avant de penser la transformer. Si vous ne faites pas la lecture correcte de la situation, mais vous êtes toujours dans l'erreur. Le deuxième élément qui s'est passé, c'est que dans l'éducation, vous constaterez que presque tous les ministres de l'éducation ont des universités ou des instituts de formation. Tous. Donc, on a dit non, le public ne peut pas. Il faut nécessairement que ce soit le privé. Non, le public ne peut pas. Pourtant, tout l'argent vient du public. Ouais. C'est le contribuable. Tout l'argent vient du public. Mais le public ne peut pas. C'est quelle logique ça? Ils créent leurs institutions au rabais et ils se prennent donc les bourses. Parce qu'ils prennent des étudiants et ils leur donnent l'éducation, n'importe laquelle qu'ils veulent. À l'emporte-pièce. Voilà ce qui a amené la catastrophe du système d'éducation en Guinée. Entre autres. Et le rejet systématique de ce qu'on a été, de ce qu'on a bâti. Quand on prenait l'indépendance ici, il n'y avait pas 20 licenciés en Guinée. Quand on entend les gens dire le président Ahmed Sékou Touré n'aimait pas les intellectuels. Mais quel intellectuel alors que c'est lui qui les a formés tous? C'est le système du PDG. En quelques années, nous avions 2 instituts polytechniques. Nous avons celui de Conakry, Gamal Abdel Nasser. Nous avons celui de Kanka, Julius Nyerere. Ouais. Et par la suite, il y a eu des instituts qui se sont déployés. On a démocratisé l'enseignement supérieur. Ouais. Toutes les préfectures avaient pratiquement un institut d'études supérieures. Ouais. Supérieures. Mais c'est l'État qui en a assumé les charges. Il ne faut pas craindre. Il y a des choses qui ne peuvent pas être aujourd'hui faites par le secteur privé. Le secteur privé guinéen n'existe pas. Il n'existe que parce que l'État veut qu'il existe. Donc on donne le contrat à qui on veut. Aux petits copains.